Alors on résume un petit peu le génie militaire de Napoléon. De toute l'histoire, aucun chef de guerre n'a gagné autant de batailles que Napoléon. Et les secrets de ces innombrables victoires sont les suivants. D'abord, le lieu de bataille était toujours minutieusement étudié à l'avance, il n'y a pas de place pour l'improvisation dans les manœuvres de Napoléon. Ensuite, il procède toujours à l'espionnage du camp adverse avant la bataille, ce qui lui permet de mieux connaître son ennemi. C'est un grand tacticien, les manœuvres militaires sont parfaitement maîtrisées. Vous avez vu également qu'il établit des feintes tactiques pour piéger l'adversaire. Encore aujourd'hui, la bataille d'Austerlitz est considérée comme un chef-d'œuvre des faits militaires et un chef-d'œuvre aussi de la manipulation psychologique de l'ennemi. Vous l'avez vu aussi, il y a une grande vitesse de déplacement de ces soldats, ils parviennent à effectuer 25, 30, 40 km par jour et arrivent donc à surprendre l'ennemi. Et enfin, ils concentrent un maximum d'hommes sur un lieu précis de l'attaque, ce qui lui permet de remporter une victoire décisive après la bataille. Napoléon parvient à soumettre tout le continent européen, tous les grands souverains d'Europe, celui de Prusse, d'Autriche, de Russie, sont tous vaincus. En 1810-1811, il est au sommet de sa gloire et domine une Europe qui semble obéir à un seul maître. Seul un pays demeure son irréductible ennemi, ce pays, c'est l'Angleterre, le seul pays que Napoléon ne parvient pas à vaincre. L'Angleterre est en effet une grande puissance économique qui possède la maîtrise des mers. Napoléon avait conçu un projet d'invasion de l'Angleterre, mais la flotte française a été détruite en 1805 à Trafalgar, au large des côtes espagnoles près du détroit de Gibraltar. L'amiral Nelson, qui dirige la flotte anglaise, trouve la mort dans cette bataille navale, mais il parvient à détruire la flotte française. L'Angleterre a définitivement gagné la guerre sur mer, tandis que Napoléon deviendra le maître du continent européen. En 1806, Napoléon instaure le blocus continental. Son idée est la suivante: il ferme les ports européens à tous les navires anglais et espère ainsi ruiner l'Angleterre pour ensuite la forcer à signer la paix. Alors à quoi ressemble l'Empire français? Après 1807, toute l'Europe à l'exception de l'Angleterre est soumise à Napoléon. L'Empire français est considérablement agrandi. Il s'étend de la ville de Hambourg au nord à la ville de Rome en Italie et comprend 130 départements. Jamais notre pays n'a été aussi vaste que sous le règne de Napoléon. Vous trouvez ensuite les autres grands pays vaincus, l'Autriche, la Prusse, la Russie, qui gardent leur indépendance, mais doivent se soumettre à une alliance imposée par Napoléon. Napoléon établit ensuite sa protection sur un certain nombre de pays, comme la Suisse, l'Allemagne qui devient une confédération du Rhin, et les Polonais qui se placent sous la protection de Napoléon. Enfin, regardez ce qui montre encore la domination de Napoléon sur l'Europe. À la tête de certains pays et territoires conquis et occupés par l'armée française, Napoléon va placer un certain nombre de membres de sa famille qui suivent les ordres de l'empereur. Son frère Joseph, par exemple, est placé à la tête du royaume d'Espagne. Enfin, vous trouvez son irréductible ennemi, le Royaume-Uni, que Napoléon n'a jamais réussi à vaincre, et contre lequel il engage une guerre économique avec le blocus continental et les ports européens qui sont fermés aux navires anglais dans le but de ruiner l'Angleterre. Il a donc fallu un sacré coup de baguette magique impériale. Alors, le 1er mars 1808, Napoléon crée la noblesse d'Empire. Alors, c'est une noblesse qui est un peu particulière, qui répond à certains critères. C'est une noblesse de récompense. En fait, les titres sont reliés à des fonctions.
Donc Napoléon a retenu 5 titres, les princes, les ducs, les comtes, les barons et les chevaliers. Pour donner un ordre de grandeur, Napoléon va distribuer à peu près 3500 titres en l'espace de 3-4 ans. Les premiers à bénéficier des largesses de l'empereur sont bien évidemment les frères et sœurs de Napoléon. Celui qui se fait désormais appeler son Altesse Sérénissime transforme sa famille en une multinationale monarchique qui a des succursales dans toute l'Europe. Son frère Louis est nommé roi de Hollande, le cadet Jérôme, roi de Westphalie, sa sœur Elisa, duchesse de Toscane, et l'aîné Joseph, roi d'Espagne. Puis c'est au tour des proches de l'empereur de connaître une fabuleuse success story. Berthier devient prince de Neuchâtel et Murat, un simple fils d'aubergiste, se retrouve roi de Naples. La distribution des titres, bien sûr, ne s'arrête pas là. Très vite, l'Empire compte 30 ducs, 450 comtes, 1500 barons, 1300 chevaliers, la plupart anoblis pour un comportement héroïque sur les champs de bataille. Napoléon, qui développe de façon prodigieuse la fonction publique, anoblira également quelques hauts fonctionnaires de l'État. Rien ne semble donc pouvoir arrêter l'empereur dans sa volonté de créer une nouvelle noblesse. Nul n'est indigne de ses faveurs. La preuve, c'est l'ascension de Madame la maréchale Lefebvre, la fameuse... Pour terminer, je voulais juste vous dire aussi que Napoléon se choisit un symbole. Après avoir hésité avec le coq et le lion, il choisit l'aigle avec ses ailes déployées. Et ce qui révèle également l'ampleur de ses victoires, c'est l'étendue des territoires qu'il a parcourus, puisqu'il a couvert toute l'Europe, de l'Espagne à la Russie avec son armée. Il a fait son entrée dans toutes les capitales européennes, Milan, Vienne, Berlin, Madrid, Moscou. Donc on n'a jamais vu un chef de guerre parcourir autant de territoires. Et en dépit de sa petite taille, de sa maigreur et de son allure assez maladive, Napoléon était doté d'un charisme extraordinaire et il parvenait à électriser son armée, même lorsqu'elle était démoralisée. Voilà, on en arrive donc à la fin de cette leçon sur les guerres napoléoniennes. Je vous laisse donc un petit résumé avec un texte à trous, ce qui vous permettra de vérifier si vous avez bien compris tout ce qui a été expliqué sur les guerres napoléoniennes. Alors je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez me laisser des petits messages ou des petits commentaires sur ce premier cours vidéo. Et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo pour vous expliquer comment Napoléon a été vaincu et qu'il a perdu le pouvoir en 1815. À bientôt. Je vous salue bien les quatrièmes.